13h51, c'est l'heure de votre grand dossier sur LCI, consacré ce soir à l'affaire Epstein qui devient de plus en plus une affaire française. Après les révélations toute la semaine de plusieurs noms français apparaissant dans les documents américains déclassifiés, le parquet de Paris annonce ce week-end se saisir de plusieurs magistrats pour enquêter. Est-ce un tournant? Pourquoi cet intérêt de la justice française? On se posera la question ensemble avec nos invités. L'affaire et ses millions de documents qui secouent la France, mais plus généralement tous les pays occidentaux qui vont de révélation en révélation, du pain béni pour nos adversaires russes, chinois, pour en faire un symbole de, je cite, la décadence des élites. L'affaire Epstein va-t-elle affaiblir encore un peu plus l'Occident? Avant d'évoquer les liens troubles qu'entretenait le pédocriminel avec la Russie, Jeffrey Epstein était-il un agent de Moscou? A-t-il livré des informations compromettantes à la solde du Kremlin? C'est l'un des enjeux de l'enquête. Mais d'abord, donc, écoutons les premières réactions politiques sur cette saisie de la justice française. Écoutons Manuel Bompard de la France Insoumise et Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il y a le volet le plus tragique, pédocriminel. Et j'ai appris hier, et je trouve que c'est une bonne chose, que le parquet avait dit qu'il allait engager une enquête sur des personnes qui seraient impliquées en France. Enfin, c'est une bonne chose. Et quand ça concerne surtout les États-Unis, ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas accessoirement d'autres pays, et notamment la France. En tout cas, la justice indépendante est là pour regarder sans entrave ce qui s'est passé, et s'il y a des Français, ou si ça s'est passé sur le sol français, puisqu'il y a des appartements qui appartenaient à M. Epstein en France, eh bien nous mettrons les moyens pour pouvoir poursuivre les personnes. Et on en parle avec nos invités dans le grand dossier. Arlette Chabot, éditorialiste politique LCI, Xavier de Giacomoni, éditorialiste international LCI, Alexandra Guillet nous fait le plaisir également d'être là, journaliste police-justice à la TF1 LCI. J'accueille également Marc Semo, bonsoir, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge et auteur de ce livre 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Et puis Cynthia Elouz est également avec nous, bonsoir, journaliste spécialiste de l'affaire Epstein, fondatrice également du média franco-américain The Women's Voice. Voilà pour le programme. Et d'abord, on va se questionner donc sur cette saisie du parquet de Paris. Alexandra Guillet, en quoi consiste exactement l'implication maintenant de ces 3 magistrats pour enquêter sur cette enquête? Alors le parquet de Paris qui a communiqué pour la première fois hier soir et qui nous informe effectivement que suite à la publication de ces millions de documents, eh bien, elle a désigné plusieurs magistrats référents qui vont devoir analyser d'éventuelles infractions liées à des Français, des infractions de diverses natures, notamment à caractère sexuel ou à caractère financier. Un travail qui est réalisé en collaboration avec un autre parquet, le parquet national financier, le PNF. On en a parlé notamment la semaine dernière avec l'affaire concernant Jack Lang. Le parquet de Paris qui nous indique par ailleurs avoir été saisi de 3 affaires. La première, elle concerne le diplomate Fabrice Hédan, suite à un signalement dont on a parlé déjà longuement sur cette antenne, du ministre des Affaires étrangères, indiquant que son nom apparaissait dans les documents publiés par les autorités américaines, sans autre précision. Une enquête a donc été ouverte par le parquet, nous dit-il, pour recueillir les éléments susceptibles d'étayer ce simple signalement. Également, une plainte d'une Suédoise qui a été déposée contre Daniel Siad. Alors lui, c'est un recruteur de mannequins en lien étroit avec Epstein, qu'elle accuse de viol susceptible d'avoir été commis en France en 1990. L'analyse de cette plainte, nous dit le parquet de Paris, est en cours. Une autre plainte est également en cours d'analyse. C'est une plainte qui a été déposée à l'encontre du chef d'orchestre Frédéric Chasselin après des saisissements du parquet du Thonon-les-Bains. Donc c'est Paris qui récupère ce dossier et elle concerne une plainte cette fois-ci pour des faits de harcèlement sexuel qui auraient pu être commis en 2016. Et on apprend également une quatrième information qui vise cette fois Jean-Luc Brunel. Oui, c'est une information très importante également du communiqué du parquet de Paris, qui était très attendu notamment par l'association Innocence en danger qui à l'époque avait fait des signalements. Le parquet de Paris annonce qu'il va procéder à une réanalyse intégrale du dossier d'instruction qui concerne donc Jean-Luc Brunel, cet ex-agent de mannequin, on le rappelle, avait été mis en examen, notamment pour viol, suite à plusieurs signalements remontant à 2019, mais l'instruction avait été clôturée en 2023 après le décès de ce dernier en prison. L'objectif pour la justice, nous dit le parquet, est de pouvoir en extraire de cette instruction
toute pièce susceptible d'être utilement réexploitée dans un nouveau cadre d'enquête. Merci beaucoup Alexandra Guillet. Cynthia Elou, je me tourne d'abord vers vous. Vous suivez depuis des années cette affaire Epstein. Lorsque vous avez appris la saisie de la justice française, quelle a été votre première réaction ? Enfin, la justice française décide de s'intéresser à ce dossier. On voit qu'il y a quand même des milliers et des milliers de documents, d'implications probables de différents Français. Bah oui, évidemment, enfin, c'est important que la justice française fasse son travail aussi, puisqu'on le sait, Jeffrey Epstein venait une dizaine de fois par an en France. Il y avait ce grand appartement avenue Foch, 800 mètres carrés. Les victimes témoignent du fait qu'elles ont subi des agressions sexuelles et des viols dans la fameuse salle de massage, qui est la salle où avaient lieu les agressions, que ça soit en France ou dans les autres résidences de Jeffrey Epstein. On sait qu'il allait aussi très fréquemment à Saint-Tropez, donc il avait tout un réseau français. On voit Brunel qui était agent de mannequin mais patron de cette agence, et Jeffrey Epstein aurait été son associé, donc essayer à la fois de gagner de l'argent mais en même temps de trouver des jeunes filles, et sous prétexte de trouver des jeunes filles et leur promettre des carrières de mannequins, elles se retrouvaient, certaines commencent à témoigner, dans des soirées où on leur présentait des hommes qui potentiellement seraient des clients, et on essayait de leur faire prendre à la fois de l'alcool ou de la drogue pour avoir des relations sexuelles avec ces jeunes filles. Donc c'est très bien si la justice se saisit de l'affaire. Enquête, on sait que Brunel est mort, se serait suicidé, et donc qu'on puisse voir qui sont les jeunes femmes victimes à l'époque. Il y en a certaines qui commencent à témoigner, puis certaines qui commencent aussi à comprendre qui étaient les uns et les autres et qui se penchent vers la justice. Donc c'est plutôt très positif aussi que la France fasse son travail. Arlette Chabot, évidemment, il faut rester très prudent parce que l'enquête ne fait que commencer, entre guillemets. En tout cas, les magistrats sont juste saisis pour entre guillemets, analyser précisément les éléments sur notamment ces 4 noms. Mais c'est le mot « enfin la justice française qui s'intéresse ». Elle a trop tardé, la justice ? Écoutez, c'est un incendie cette affaire, hein, donc il se propage très très vite. Alors il peut-être consumer des personnes ou mettre en cause des personnes qui finalement, on verra, ne sont pas compromises dans des affaires sexuelles entre guillemets de Monsieur Epstein, mais en même temps on rattrape un peu le temps perdu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, voilà, la mort de quelqu'un qui était un peu soupçonné, hop, on arrête. Donc la justice reprend le dossier, réévalue, réanalyse. Moi, j'avais jamais entendu ce mot, hein, réanalyser, encore une fois, hein, les éléments d'un dossier qu'on avait rangé soigneusement. Et puis, le Quai d'Orsay aussi rattrape le temps perdu. Parce que là aussi, il y a un petit incendie qui est né au Quai d'Orsay, un diplomate qui rentre des États-Unis. Bon, voilà, il y a un soupçon, une consultation de fichiers pédocriminels. Bon, voilà, il rentre à Paris, on le met dans un coin, on le met dans un poste subalterne, et puis un jour il quitte le Quai d'Orsay. Tout ça passe. Donc il y a une enquête interne. On s'interroge aussi sur l'avenir d'Olivier Colomb, effectivement, qui lui aussi était un conseiller diplomatique, même numéro 2, conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy. Quel rôle a-t-il joué ? Donc tout ça fait que il est urgent d'arrêter l'incendie et de le contenir et de montrer, parce que la France est évidemment touchée comme tant d'autres pays, qu'on prend cette fois les choses en main. Et c'est notamment vrai parce que c'est le plus spectaculaire et sans doute le plus exigeant aujourd'hui, des exigences qu'on attend de la part du gouvernement, du côté du Quai d'Orsay, bien entendu. David Giacomini, je vous voyais acquiescer et réagir. L'expression d'Arlette, à mon avis, est révélatrice de tout. Il est urgent d'éteindre l'incendie. Il n'est pas urgent de punir les coupables éventuels. Hein. Évidemment, on prend énormément de précautions. Et c'est pas Arlette qui le dit, c'est la façon dont ça se déroule. Mais la façon dont ça se déroule dans notre pays, évidemment, mais la façon dont ça s'est déroulé depuis le début aux États-Unis. Tout ça est absolument effarant. Jeffrey Epstein aurait pu être arrêté dès les années 2000, condamné à de très très longues peines de prison. Au lieu de quoi, il est pris la main dans le sac en Floride. Il est condamné en 2008 à peine 13, il fera à peine 13 mois de prison. Visiblement, il a un accord, il fait un plaidé coupable, ce qui est possible aux États-Unis à l'époque. Visiblement, il est de mèche avec les autorités locales. En tout cas, il y a un accord, effectivement. Pourquoi. Mais après, tout s'arrête. Et puis après, mais pareil, après son suicide en prison, tout s'arrête. Alors évidemment, aux États-Unis, contrairement à nous, il y a quand même un complice
qui a été condamné, c'est Ghislaine Maxwell. En France, aucun complice de Brunel n'a même été inquiété. Tout ça est absolument aberrant, effarant. Ça fait vraiment froid dans le dos. Alors évidemment, aujourd'hui, toutes les instances judiciaires vont venir. Oui, on va ressortir les dossiers, on va les réexaminer. Alors il y aura ce qui tombe de toute façon, évidemment, et c'est normal, sous le coup de la prescription, tout ce qui n'a pas été fait depuis, mais que ce soit aux États-Unis ou en France. Ce qui est fou, c'est de voir que ces deux démocraties ont fonctionné exactement de la même manière par rapport à des hommes qui sont plus ou moins proches du pouvoir, Epstein étant extrêmement proche du pouvoir aux États-Unis. La question qui se pose maintenant, c'est aussi une forme de responsabilité. Vous l'avez dit, Jeffrey Epstein, les premiers cas remontent, je crois, aux années 2005. Il est condamné, il est emprisonné en 2008, si je ne me trompe pas, dans les années. 13 mois de prison. Il sort de prison, il revient en France, vous l'avez dit, il passe énormément de temps en France. Mais comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais aux États-Unis aussi. Hein. Et quand on voit le cas de Fabrice Hédan, ce diplomate qui, justement, dès 2013, une enquête du FBI révélait, en tous les cas, qu'il aurait consulté des sites pédopornographiques. Son avocate, il faut bien le préciser, aujourd'hui nie évidemment les faits. C'est important de rappeler aussi la défense. Mais une personne se pose la question, Marc Semo, je vous interrogerai juste après, c'est Gérard Haraud, ancien ambassadeur français à Washington. Lui-même, il a côtoyé d'une certaine manière aussi Fabrice Hédan, si je ne me trompe pas, il dit qu'il l'a connu. Et il se pose la question aujourd'hui de la responsabilité du Quai d'Orsay dans cette affaire. Écoutons, et on en revient juste après. La vraie question, et c'est celle qui est posée par l'enquête administrative, c'est qu'a fait le Quai d'Orsay au moment où il est rentré en France. Voilà. Est-ce que le Quai d'Orsay a conduit de nouveau les enquêtes? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Vous avez raison de le préciser. En fait, c'est Gérard Haraud qui fait également le signalement. Et après, visiblement, comme vous l'avez dit, Arlette, il revient en France. Le Quai d'Orsay ne bronche pas, entre guillemets. Est-ce que il y a une opacité au Quai d'Orsay? Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité également chez la diplomatie française? Disons, il y a une certaine volonté de ne pas savoir et un peu d'étouffer l'affaire. La réponse qu'a fait Laurent Fabius, qui avait été interrogé par Le Monde là-dessus, était assez hallucinante, disant voilà, ces affaires de photos pédopornographiques n'étaient pas des passages à l'acte, donc jusqu'à un certain point, on n'a rien à faire là-dedans, ce qui est une réponse absolument aberrante au point de vue du droit, surtout pour un président du Conseil constitutionnel. Le FBI ne va pas plus loin parce que c'est un personnel diplomatique aussi. Voilà. C'est aussi pour ça, parce que le FBI, il a même pas beaucoup de billes. Ce qu'il faut voir, c'est que ces affaires de photos pédopornographiques qu'il avait sur son ordinateur n'ont rien à voir avec l'affaire Epstein. Ou sur l'affaire Epstein, là où il est mis en cause, c'est pour avoir donné des informations, des documents. Alors ensuite, reste à savoir jusqu'à quel point ces documents étaient classifiés et quel était surtout leur niveau de classification. Mais effectivement, le Quai d'Orsay, comme souvent dans ce genre de situation, a tendance plutôt, comme tous les corps constitués, un peu à faire bloc, à essayer de laver le linge sale en interne. Mais pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est effectivement très frappant, c'est que jusqu'ici, l'affaire n'était pas spectaculaire en France. Il y a les différences, par exemple, du Royaume-Uni où on retrouve le prince Andrew, il y a les différences de la Norvège avec la famille royale, etc. Donc les Émirats. On était un peu en dessous. Bon, effectivement, il est évident que la France, où il venait une dizaine de fois par an avec son appartement avenue Foch, a joué un rôle important. Ce qui est absolument sidérant, c'est que le suicide de Jean-Luc Brunel n'est pas développé, n'est pas incité à faire un peu plus d'enquête, mais on revient toujours plus dans cette histoire qui est absolument fascinante, parce que c'est quoi? C'est un trafic d'influence et en même temps un réseau pédocriminel mondialisé à l'aune d'une finance mondialisée et d'une jet-set mondialisée. Donc c'est ça qui fait de cette affaire Epstein quelque chose qui, d'une certaine façon, va continuer comme un incendie, mais bien au-delà des pays directement concernés. Et on parlera justement des conséquences sur l'ensemble du bloc occidental en deuxième partie, Cynthia Illouz. Je rappelle juste, pour compléter, que la consultation de fichiers pédopornographiques est répréhensible par la loi, puisque c'est passible de 2 ans de prison, de 30 000 euros d'amende, et qu'on voit quand même des réactions qui disent que c'est pas grand-chose. Bah si, c'est grand-chose, parce qu'il faut quand même être au clair. On sait très bien que des gens qui passent à l'acte ont regardé beaucoup de fichiers pédopornographiques, de violences en ligne, dans d'autres affaires. On en a beaucoup vu. Moi, j'ai traité beaucoup l'affaire de Mazan. On voit beaucoup d'hommes qui étaient complètement accros à ce type de violence en ligne. Donc c'est très important de rappeler que c'est pas rien. Et d'autre part, quand même, le trafic sexuel
à la fois de jeunes filles, de jeunes hommes. En France, ça représente 2000 personnes par an, donc c'est encore très important, 60% de jeunes filles et beaucoup de mineurs aussi, presque 25% de mineurs. Donc c'est pas un sujet des années 2000 ou des années 2010. Les chiffres dont je vous parle, c'est les chiffres qu'on connaît aujourd'hui en France. Aux États-Unis, c'est évidemment 6 fois plus. Donc c'est quand même des sujets qui sont essentiels et il est très important que la justice s'empare de ce cas-là, mais j'allais dire de l'ensemble de ce sujet de trafic sexuel de jeunes filles et d'enfants en général, parce que c'est pas un cas isolé. Ce qui est saisissant, c'est que plus les jours passent, plus on en apprend justement sur les liens entre Jeffrey Epstein et la France. Vous avez sûrement dû voir cet article de l'hebdomadaire Marianne qui consacre un long dossier justement sur cette partie française du scandale, avec de nombreux lieux notamment où le pédocriminel aimait aller et venir, avec une espèce de carte, si je puis dire, de Jeffrey Epstein à Paris, avec ses différents lieux de passage. Dans le Parisien, on apprend également ces dernières heures que Jeffrey Epstein bénéficiait de l'aide de petites mains à Paris pour trouver et sélectionner des jeunes femmes et également pour les rencontrer. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu vite sous-estimé le volet français de cette affaire? On se souvient notamment des propos d'Emmanuel Macron qui, au départ, évidemment, avant toutes les révélations, disait « ça reste une affaire américano-américaine ». Est-ce qu'aujourd'hui, on tombe des nues, on tombe de l'armoire quand on voit tous ces liens avec la France? Il y a des liens avec la France, mais ce n'est pas au même niveau que ce qu'on voit aux États-Unis. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau financier, que ce soit même au niveau des crimes supposés. Alors oui, il y a une évidence de Jeffrey Epstein en France. Il y a effectivement ces petites mains, comme vous les appelez, qui étaient les filles qui cherchaient justement à trouver d'autres filles pour animer les soirées. On était dans quelque chose qui est quand même un type de situation assez connu. Et pour le moment, alors on verra après, pour le moment, la personnalité la plus haut placée mise en cause en France reste Jack Lang, oui, mais pas pour des affaires pédocriminelles. Sans être mise en cause. Exactement, c'est sur une autre affaire. Pour de la fraude fiscale. Donc on est dans une toute autre dimension, parce qu'il faut voir que dans l'affaire Epstein, il y a les noms, mais le simple fait d'avoir son nom dans les fichiers n'est pas en soi d'abord nécessairement un indice de culpabilité, et deuxièmement, y compris spécifiquement sur les crimes pédopornographiques. Ça peut être aussi simplement des relations d'affaires, voire de copinage, voire de réseautage. C'était quelqu'un qui était fasciné par les people, qui était fasciné par tous les gens qui avaient un nom. Et d'ailleurs, quand on regarde les listes des fichiers, vous retrouvez effectivement des gens type Noam Chomsky, qui est le grand linguiste ultra-gauche américain. Effectivement, c'est assez étonnant de le voir là, mais aussi Steve Hawkins, le physicien. Voilà, donc il y avait cette dimension aussi très mondaine, fasciné par tout ce qui brille, qu'avait Jeffrey Epstein. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la vitesse de réaction du gouvernement français au fur et à mesure des révélations. On se souvient que mercredi, Jean-Noël Barrot a immédiatement réagi lorsqu'il y a eu l'implication de ce diplomate Fabrice Hédan. Et aujourd'hui, et ces dernières heures, c'est Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui s'est également exprimée sur le sujet et qui appelle d'ailleurs au témoignage de plusieurs victimes qui auraient été victimes donc de Jeffrey Epstein et de ses collaborateurs, si je puis dire. Écoutez la porte-parole du gouvernement. Nous, notre position, elle est très claire. Bien sûr, toute la lumière doit être faite sur cette affaire effroyable et tentaculaire. Nous invitons et j'encourage les femmes qui auraient été victimes, bien sûr, à parler et à se tourner vers la justice. Mais c'est à la justice de faire son travail. Arlette Chabot, on sent quand même qu'on veut, comme vous l'avez dit, très vite éteindre l'incendie, mais vraiment sur le volet politique, quand même aussi. On ne veut pas se laisser dépasser. Pas se laisser dépasser parce que ça vise, par exemple, le Quai d'Orsay. C'est évident, quand un diplomate est mis en cause, quand un second diplomate ou quelqu'un qui a exercé une fonction de conseiller auprès d'un ancien président de la République, à l'époque président de la République, évidemment, on se concentre dessus. Mais vous avez été dans les lieux fréquentés dans Paris, c'est-à-dire il y a sûrement les 10 lieux préférés de Jeffrey Epstein à Paris. On va revoir la carte. Il y a un restaurant, parce que dans la liste de Marianne, il y a un restaurant.
Jeffrey Paris. Et puis voilà, Jeffrey Paris. Voilà cette carte. Malheureusement. Voilà la carte. Regardez, c'est le guide des endroits où il aimait les bars, les restaurants, les lieux de rencontre qu'il fréquentait à Paris, puisqu'il venait très souvent, avion privé, il venait à Paris. Donc c'est évident. Donc moi je pense que ça n'est pas fini. Donc je disais tout à l'heure, il y a une espèce de course, parce que on est loin d'être au bout des révélations. Il y en aura sûrement, il y a d'autres noms peut-être qui vont sortir. Et on découvre en France, comme partout, cette espèce effectivement de volonté d'Epstein de rencontrer tellement de gens, tellement différents. C'est-à-dire, il peut demander un chef d'orchestre, il y en a un dont on parle, on parle à un musicien, il veut rencontrer, encore une fois, je disais tout à l'heure, un président de la République ou un ancien président. Et à chaque fois, avec des services rendus, trouve-moi une assistante qui soit bilingue, demande-t-il à l'un d'eux. Puis après. Et en même temps, qu'ils soient intelligentes et qu'il y ait de la conversation. Voilà. Et il les récute, il ne les trouve pas au niveau intellectuel. Donc c'est ça qui est très bizarre d'ailleurs. Et le plus jeune possible. Donc il y a tout. C'est-à-dire, évidemment, en France, c'est l'illustration de la méthode Epstein et des réseaux qui essayaient effectivement de constituer partout Epstein. C'est effectivement hallucinant. Et je pense que les politiques qui sont un peu comme nous, qui découvrent au fur et à mesure que, encore une fois, que c'est quelque chose de terrifiant, de tentaculaire. C'est le mot qui est utilisé par la porte-parole du gouvernement, et je pense que tout le monde est sidéré. Alexandra Guillet. Oui, non, Arlette a complètement raison, et je crois qu'on est vraiment qu'au tout début de ces révélations et de ce qu'on traverse chez nous en France. Et c'est pour ça que c'est très important que la justice soit ainsi saisie et qu'elle ait notamment désigné des magistrats référents qui eux-mêmes vont éplucher, analyser tous ces documents publiés sur les réseaux concernant Epstein. On a vu, elle est déjà saisie parce que c'est déjà sorti un peu partout de ces 3 plaintes. Elle réouvre le dossier Brunel. Elle va enquêter de son côté sur les autres documents pour voir s'il y a matière à infraction à l'intérieur. Être présent dans un mail ne veut pas forcément non plus dire que derrière on est coupable d'une infraction. On peut avoir des échanges de manière tout à fait normale. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Et toutes ces personnes qui sont potentiellement impliquées de près ou de loin dans des relations avec Epstein ne sont pas forcément pour des infractions non plus à caractère sexuel. Il faut faire très attention quand même à tout ce qui sort. Et c'est là où c'est très important quand on voit le nombre de fake news qui circulent n'importe comment sur tous les réseaux, à coup d'images tronquées, à coup d'informations détournées. Donc il faut vraiment une vigilance maximum, et c'est là où c'est très précieux que le parquet de Paris se soit saisi pour tout centraliser et essayer de mettre de l'ordre, entre guillemets, dans tout ce qui se dit et ce qui circule comme information. Cynthia Elouz. Oui, puis je trouve qu'on n'entend pas assez les victimes. Les victimes témoignent depuis de nombreuses années de ce qu'elles ont subi. On les connaît, il y en a certaines qui témoignent à visage découvert depuis de très nombreuses années. Certaines racontent avoir été victimes à la fin des années 90, début des années 2000. Virginia Giuffre a fait un livre qui est paru en anglais qui s'appelle Nobody's Girl, où c'est très clair. Elle raconte ce qui s'est passé, elle raconte comment elle a été trafiquée, comment on lui a demandé d'avoir des relations sexuelles avec des hommes politiques étrangers, des musiciens, des artistes, des personnes d'une sphère plutôt américaine, et elle précise exactement comment ça se passait. Elle précise aussi bien qu'elle avait des doutes sur le fait que Jeffrey Epstein utilise ça pour faire chanter, parce qu'il disait c'est bien d'avoir du matériel sur tout le monde, qu'il y avait des vidéos partout, qu'il avait des caméras et des écrans de contrôle. D'ailleurs, elle raconte aussi qu'elle avait même été étonnée de savoir que dans sa chambre, dans ses propres toilettes, il y avait des caméras, etc. Et donc que tous ces fichiers devaient être utilisés à des fins sans doute pour faire chanter. Alors à la solde de qui ? On va peut-être... On en parlera juste après, évidemment. Mais en tout cas, il faut quand même revenir, je pense, à ce que beaucoup de victimes ont dit. Et dans ces fameux documents, ces 3 millions de documents, il y a beaucoup d'informations qu'ont révélées les victimes qui sont cachées. Donc on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, là, on extrapole beaucoup sur qui serait impliqué, à quel niveau, mais il faut revenir quand même au témoignage de ces dizaines, centaines de femmes, pour certaines qui sont extrêmement concordants comme témoignage. Donc je pense que c'est nécessaire de pouvoir entendre tout le monde. Alors bien sûr, aux États-Unis, le volet, on ne va pas se cacher, est 10 fois plus important, 100 fois plus important qu'en France. Il y a des noms qui tombent tous les jours, des gens qui sont obligés de démissionner, etc. Donc on verra ce qui se passe en France, mais aux États-Unis, c'est sans commune mesure. Et on se posera évidemment la question dans la suite du grand dossier. Restez avec nous parce qu'on parlera également de cette déflagration dans tout le bloc occidental, et on se posera la question
question, est-ce que ça ne sert pas finalement nos adversaires, la Russie et la Chine? C'est du pain béni pour eux, on en reparlera juste après, restez avec nous. La suite de votre grand dossier, on continue de parler de l'affaire Epstein qui secoue la France. Dans un instant, vous entendrez les déclarations de Jack Lang qui se défend après les accusations toute cette semaine. Mais d'abord, le rappel des titres avec d'abord un rassemblement qui se tient à Paris aujourd'hui en hommage au jeune Quentin, ce militant nationaliste qui a succombé à ses blessures hier. 2 jours après une risque en marche d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan, c'était à Lyon. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, incrimine aujourd'hui l'ultra-gauche, tandis que sur LCI, Manuel Bompard de la France Insoumise a rejeté ce matin toute responsabilité du mouvement dans le drame. L'enquête fait état ce soir de témoignages significatifs et s'oriente désormais vers l'identification des auteurs directs des violences. Les positions de la France Insoumise, en particulier de l'antisémitisme, contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Déclaration du président de la République lui-même, Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui classe donc la France Insoumise à l'extrême gauche. Il n'appartient pas au président de classer ses adversaires, lui a répondu Manuel Bompard sur notre antenne. Manuel Bompard qui assure d'ailleurs qu'aucun responsable ni militant insoumis n'a été condamné pour antisémitisme. Et puis l'actualité en France, évidemment marquée par cette vigilance pluie et inondation avec 2 départements du sud-ouest maintenus en alerte rouge au cru. Il s'agit de la Gironde et du Lot-et-Garonne. Une relative accalmie tout de même a permis hier de stabiliser le niveau de certains tronçons de la Garonne. Mais le retour d'un temps humide fait craindre une remontée du niveau des cours d'eau. Voilà donc pour l'essentiel des titres. On continue donc de parler de l'affaire Epstein qui secoue la France avec ces déclarations notamment de Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture en France, sort du silence ces dernières heures. On en parle avec vous, Kadia Doumdouas. Il se défend une nouvelle fois donc ce matin dans la Tribune dimanche. Oui, il s'exprime pour la première fois depuis sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe. C'est il y a donc une semaine, l'ex-ministre de la Culture, vous le disiez, qui annonçait qu'il quittait ses fonctions, éclaboussé par donc ses liens avec Jeffrey Epstein. 5 jours plus tôt, il avait tout de même assuré qu'il n'en était pas question. Alors sa version, la voici. J'ai pris conscience que les polémiques risquaient d'atteindre l'Institut du monde arabe. C'est ma première réalisation ministérielle. Un tsunami de mensonges, de ragots, de colportages, regardez, déversé à travers les médias, une sorte de tempête de boue, dit-il, et je ne voulais pas que l'Institut que j'aime soit victime de cette situation. C'est tout. D'ailleurs, il distingue cette vraie justice, dit-il, de la justice médiatique ou numérique. Jack Lang qui se dit soulagé par l'ouverture de cette enquête du parquet national financier qui le vise avec sa fille Caroline pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Voilà ce qu'a dit Quentin dans la tribune dimanche ce matin. Merci beaucoup Kadia Doumdouas. Alors pour bien être au clair sur la situation de Jack Lang, Alexandra Guillet, il faut bien rappeler que Jack Lang n'est en aucun cas pour le moment, cette enquête ne parle pas de ses liens sur les crimes pédocriminels de Jeffrey Epstein, mais bien sur des malversations financières. Oui, effectivement, c'est très important de le rappeler. Il n'y a rien qui relie Jack Lang aux affaires sexuelles, criminelles d'Epstein à ce stade. C'est pas du tout le sujet. Lui, de son côté, n'a jamais caché de ses liens d'amitié avec Epstein. En revanche, l'objet qui le met dans la tourmente aujourd'hui, c'est effectivement cette enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet national financier, le PNF, contre lui et contre sa fille Caroline. Une enquête, vous l'avez dit, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. La question est de savoir, c'est est-ce qu'ils ont bénéficié ou pas d'argent de la part du milliardaire. Dans le viseur, notamment, la justice a une société offshore qui a été créée aux îles Vierges avec Epstein et qui a été fondée en 2016 donc par sa fille. Et c'est dans ce périmètre-là, pour l'instant, que les investigations se concentrent concernant Jack Lang et sa fille. Arlette Chabot, vous avez lu, je pense, comme nous tous, cette interview de Jack Lang ce matin, votre position sur la défense de Jack Lang. Beaucoup disent qu'il s'enfonce petit à petit. Là, au moins, il met les choses au clair. Pour lui, il est blanc comme neige. Bon, l'étau se resserre quand même. C'est la formule qu'il avait utilisée. C'était pas une bonne idée de dire ça en première réaction. Je pense que maintenant, il faut laisser la justice, évidemment, étudier. Le parquet national financier va étudier, effectivement, la création de cette société offshore qui devait financer de jeunes artistes. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ces affaires criminelles et sexuelles. Bon, voilà, il est parti. Je pense que c'est bien pour l'institution. Il aurait dû le faire un petit peu plus tôt. Je pense que maintenant, il faut qu'il se taise et, comme il a dit lui-même, laisser effectivement la justice éclaircir cette affaire. On entend beaucoup parler
du terme d'impunité lorsqu'on évoque cette situation de Jack Lang. Beaucoup évoquent que ça fait des années qu'en fait ces liens étaient avérés avec Jeffrey Epstein, avec les nombreuses photos qu'on a vues. Est-ce que vous comprenez ce sentiment-là d'impunité, en tout cas ce terme, Cynthia Illouz? Alors, concernant Jack Lang, j'en sais rien, parce qu'objectivement, on a quand même découvert il y a peu de jours qu'il y avait cette société qui existait dans les îles Vierges avec sa fille. Donc là, on est plutôt sur un volet financier. Elle-même a dit qu'elle ignorait figurer sur le testament de Jeffrey Epstein. Donc c'est logique qu'il y ait un volet financier qui s'ouvre en France. Maintenant, l'impunité, je vais être très claire, elle est là parce qu'on a des dizaines et des centaines de femmes qui témoignent d'avoir été abusées et trafiquées, comme elle l'explique, à des hommes de toute nationalité, à la fois en France, aux États-Unis et dans d'autres pays, et que actuellement, et à l'heure où on se parle, il n'y a pas un homme derrière les barreaux. Donc qu'il y ait de l'impunité, ça c'est certain, puisqu'on a d'un côté des victimes et de l'autre personne qui est en prison en face. Donc on voit que toutes les victimes sont vent debout pour dénoncer les trafics sexuels qui existent aujourd'hui aux États-Unis, et le fait que personne ne soit tombé réellement pour ces agressions sexuelles, ces viols, et parfois même on parle d'actes de torture. Il y a des victimes qui ont raconté qu'elles devaient aller pendant 1 heure dans le Lolita Express, ce Boeing 727, pour subir pendant 1 heure des agressions sexuelles, des viols, et qu'elles ressortaient dans un état absolument abominable. Donc qu'il y ait une impunité, ça c'est certain. Maintenant, sur le volet français, on n'a pas plus d'informations à l'heure où on se parle. Oui, par rapport à Jack Lang, moi j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est très bien qu'il y ait une enquête financière, mais c'est très intéressant qu'il y ait une enquête financière, justement, parce que le métier, la vie de Jeffrey Epstein, c'est le trafic. C'est le trafic d'argent sale, c'est avec du blanchiment d'argent derrière, c'est le trafic d'influence et c'est le trafic d'êtres humains. Et ces 3 trafics se nourrissent les uns des autres. C'est-à-dire que pour faire des affaires, le cadeau qu'offrait Jeffrey Epstein, c'était des jeunes femmes, les plus jeunes possibles, et au goût des gens avec qui il avait besoin de travailler, de qui il attendait quelque chose. Pour d'autres, c'était des sommes d'argent. Il a dépensé des sommes d'argent totalement considérables, qui sont d'ailleurs pas réellement en accord avec son train de vie, puisque à la fin de ses jours, on relève un patrimoine de 500 millions d'euros qui ne colle pas avec toutes les dépenses engagées. Il a donné de l'argent de manière extrêmement généreuse à énormément de gens pour être au centre du pouvoir et pour pouvoir avoir de l'influence, et ce, dans le monde entier. Ça va des États-Unis, évidemment, la Grande-Bretagne, on l'a dit, la Norvège, la France, Paris, bien sûr, puisque Paris est une capitale extrêmement importante, notamment en matière financière, d'influence, et on le découvre, de traite d'êtres humains, mais aussi dans tous les États du Golfe. Aux Émirats, il y a le patron de la plus grande société émirati, qui fait 15% du PIB de l'Émirat, à Dubaï, qui a dû démissionner parce que c'était un ami extrêmement proche de Jeffrey Epstein, qu'il avait échangé avec lui 9400 emails, et que dans certains de ces emails, nous révèlent les représentants qui ont pu consulter ces documents aux États-Unis, un républicain et un démocrate, donc il n'y a pas de problème de parti. On parle de torture. J'ai vu ta vidéo de torture, elle est très bien. Donc ça dépasse l'entendement, et c'est une forme de prise de pouvoir sur des décisions du monde à travers le trafic de jeunes femmes. Alors évidemment, vous l'avez dit, le réseau tentaculaire, il touche tous les pays occidentaux, et d'ailleurs pas qu'occidentaux, mais on a eu en ligne cet après-midi Richard Verly, c'est le journaliste suisse notamment qui travaille pour Blick. Il est à Munich pour la conférence de sécurité européenne, et il nous livre un témoignage très intéressant. Aujourd'hui, tous les journalistes occidentaux, en tout cas ceux qui sont à Munich, ses collègues, depuis plusieurs jours, sont en permanence sur ces dossiers Epstein pour regarder qui est concerné dans leur pays. Il y a une forme presque de paranoïa dans ces pays occidentaux. Écoutez le témoignage de Richard Verly, on en parle juste après. Ici en salle de presse où je me trouve, j'ai posé la question autour de moi. Tous les journalistes présents, il y en a des centaines, ont fait des recherches dans le département de la justice pour savoir si les dirigeants de leur pays représentés à la conférence de Munich, mais aussi les diplomates qui les accompagnent, figurent dans les fichiers Epstein. C'est-à-dire que maintenant on voit bien qu'avec cette affaire française, il y a une sorte de jurisprudence. Vous ne recherchez plus seulement à savoir si les dirigeants, les ministres, les chefs de cabinet sont dans les dossiers Epstein, vous regardez aussi si les diplomates qui les accompagnent et les diplomates qui ont travaillé
avec eux sur des questions de sécurité, fréquenter Jeffrey Epstein. Et évidemment, on s'intéresse aux conséquences géopolitiques. Est-ce que ça ne fait pas l'affaire de nos adversaires, la Russie et la Chine? Regardez cet article du Grand Continent qui nous donne des déclarations, notamment dans la presse chinoise, notamment dans le Daily China. Regardez, l'affaire Epstein, je cite, la Chine est un symptôme d'un malaise civilisationnel. Autre réaction, cette fois-ci en Russie, des diplomates russes qui évolent un satanisme, je cite, occidental. Il faut revenir aux valeurs traditionnelles. Est-ce que c'est du petit lait, Marc Semo, pour nos adversaires aujourd'hui? Bien sûr. En plus, dans ces réactions, il n'y a que des évidences. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir comment, là, les deux extraits que vous avez cités, les référents, parce que le satanisme culturel auquel fait référence la presse russe, ça colle parfaitement au discours de Kirill, qui est le métropolite. Ça colle parfaitement, y compris au discours de Poutine, qui présentait sa guerre en Ukraine comme une guerre sainte, y compris contre l'Occident. Les Chinois dénoncent justement cet effondrement ou cette civilisationnel. Donc c'est tout à fait normal. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ces pays, au plus haut niveau, sont encore plus corrompus. La différence, c'est que ça ne se sait pas. Corrompus, par exemple, pour Vladimir Poutine, avec ses propriétés. C'est une des choses qu'a payé Navalny et pour lesquelles il a aussi été tué. C'est évident au plus haut niveau du pouvoir chinois. Alors, à chaque fois, par exemple, là, quand Xi Jinping fait des purges massives dans les très hauts dirigeants de l'armée, y compris des amis à lui depuis très longtemps, c'est toujours au titre de la lutte contre la corruption. Parce qu'effectivement, à peu près tout le monde est corrompu, mais les seuls qui payent par la corruption, c'est ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont devenus des ennemis du pouvoir. Donc il ne faut pas non plus là-dessus être surpris de cette réalité. Ensuite, alors peut-être qu'on en parlera après, ce qui est intéressant, c'est quel lien pouvait avoir quelqu'un comme Jeffrey Epstein, par exemple, avec le pouvoir russe. Il y a, depuis le début, toujours cette hypothèse que, quelque part, il est le successeur de Robert Maxwell, via Ghislaine, sa fille. Alors, ce qui est important, on ne connaît pas encore avec précision la date où Ghislaine et lui ont commencé leur relation, etc., 88, 89, etc. Mais Robert Maxwell, donc, qui est mort dans des circonstances étranges, il est tombé du pont de son yacht en 1991, je ne sais pas s'il a été poussé, s'il s'est jeté lui-même à la mer. Toujours la question à chaque fois. Etc., c'est resté. Bon, était un personnage très étrange, qui avait des relations avec tous les services secrets britanniques. Le MI6 a aidé à créer son groupe de presse. Les Israéliens, c'était un juif tchèque qui avait participé à la résistance. Les Russes, il y a eu des enquêtes du FBI, mais on n'a jamais prouvé que c'était un espion. En même temps, Robert Maxwell est quelqu'un qui, au moment de l'invasion russe en Tchécoslovaquie, défend ouvertement on parlera des liens avec Jeffrey Epstein et la Russie juste après. On est dans cette réalité. Est-ce que finalement Jeffrey Epstein n'a pas en partie repris via Ghislaine un peu ses réseaux, cet héritage, et surtout, ce qui est là frappant, les techniques où on mêle effectivement, comme tu le disais très bien Xavier, trafic d'influence, trafic d'argent, trafic de chair. Alors on est en ligne avec Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire. Raphaël Jérusalemi, on voulait avoir aussi votre avis et votre analyse sur la situation. Je vous pose la même question qu'à Marc Semo. Est-ce qu'aujourd'hui, nos adversaires, je pense notamment à la Russie, évidemment la Chine, mais également l'Iran aussi, d'une certaine manière, est-ce que ces pays-là vont se servir de l'affaire Jeffrey Epstein pour nous toucher, pour nous affaiblir? Oui, absolument, mais dans différentes doses et différents formats. Les Chinois et les Iraniens vont plus se contenter d'une attaque générale du monde occidental, en montrant à quel point les démocraties libérales occidentales sont corrompues, les élites sont fermées, exigent l'intérêt des populations, tout cela sur un plan de propagande générale. Les Russes se distinguent par le fait qu'ils vont attaquer des cibles personnelles. Ils vont s'en... La liaison est un petit peu compliquée, Raphaël Jérusalemi, on vous retrouvera juste après, mais la même question, Arlette Chabot, aujourd'hui, ça vous étonne de voir le Sud global aujourd'hui, presque à l'unisson, pour dénoncer, entre guillemets, cette décadence occidentale? Non, mais c'est normal qu'il l'utilise, hein. C'est l'argument traditionnel, cette décadence, dépravation. Bon, simplement, ce qu'on doit mettre en face, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une réponse très forte, c'est la justice.
Nous, on désigne les coupables, on écoute les victimes, et c'est de la justice condamnera, fera la vérité. C'est ça la différence avec, effectivement, ça risque pas d'arriver dans ces pays où il n'y a pas de démocratie, pardon de rappeler une évidence. Voilà, les corrompus, on les planque, les corrompus restent au pouvoir, et la justice ne sanctionne pas. Il y a des personnages qui, de temps en temps, peuvent disparaître de la photo des responsables du pouvoir. Je veux dire, la seule réponse que peut apporter l'Occident, encore une fois, c'est de faire la lumière sur cette affaire, même si c'est extrêmement coûteux. Vous savez, tout à l'heure, je pensais, puisqu'on dit c'est partout, et je parlais d'incendie, c'est un peu la fable de La Fontaine. Hein. Tous n'en mouraient pas, mais tous étaient frappés. Alors, c'est vrai qu'en Occident, on est frappé par cette affaire Epstein, mais ces pays occidentaux, c'est leur force. C'est comme ça qu'il faut défendre la démocratie, c'est de montrer que nous, on réagit, on punit, on sanctionne, et on écoute les victimes, ce qui n'arrivera jamais chez eux. Il y en a un qui partage également votre sentiment et votre analyse, c'est Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères françaises et ministre de l'Intérieur. Il était sur notre antenne sur LCI avant-hier, si je ne me trompe pas. Et évidemment, il a eu lui aussi cette analyse, effectivement, que le Sud global pouvait évidemment aujourd'hui se servir de cette affaire Epstein pour nous affaiblir. Écoutez Jean-Yves Le Drian. Cette affaire, malheureusement, renforce le discours de Poutine sur la dégradation de l'Occident. Xavier Giacomoni, c'est du petit lait pour Vladimir Poutine aujourd'hui. Oui, c'est du petit lait pour Vladimir Poutine, mais même si, on le verra, il y a certainement des liens russes, et notamment dans la traite des êtres humains, des jeunes femmes, avec l'aide du FSB pour recruter des escort girls au service de Jeffrey Epstein. Maintenant, c'est forcément du petit lait parce que Moscou, la Russie, Vladimir Poutine se voient comme la troisième Rome, comme l'héritier de Constantinople et de Rome, et la décadence qui a frappé Rome, les Russes semblent la revoir aujourd'hui dans notre Occident tel que nous le présentons, et ils y voient un avantage très très important pour en fait nous damner le pion, nous mater et nous mettre à leur service, puisque Vladimir Poutine, son souhait, c'est d'avoir avec Trump et Xi Jinping un monde qui serait coupé en trois, avec une influence chinoise d'un côté sur le Pacifique, évidemment l'Asie-Pacifique, l'influence russe qui irait jusqu'à l'Europe, et puis que la politique que démontre Trump en ce moment, une Amérique qui reviendrait sur son hémisphère occidental, donc sur les deux Amériques, Nord et Sud. Et évidemment, ça accrédite cette thèse-là, que l'Occident est totalement en décadence et qu'il est temps que la Russie prenne sa place, retrouve cette place à la tête de cette Europe. Alors juste, on est toujours en ligne avec Raphaël Jérusalemi, la liaison a été de nouveau rétablie. Je vous rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les renseignements occidentaux s'inquiètent des éventuelles répercussions de l'affaire Epstein pour tout le bloc occidental ? Oui, absolument. À cause des répercussions, on a vu que la présidente de la République française a été lui-même victime de cette propagande. Alors, la liaison est visiblement un petit peu compliquée avec vous, Raphaël Jérusalemi. Marc Semo. Non, mais justement, sur ce point, c'est effectivement un tremplin pour les pays du Sud, à commencer par la Russie et la Chine, qui utilisent plusieurs choses. Déjà, ils sont convaincus depuis longtemps qu'il y a une fin de l'Empire américain. Poutine était convaincu que l'élection de Barack Obama, ça allait être comme celle de Gorbatchev en Russie, que ça annonçait l'effondrement de l'Empire. Maintenant, pour eux, c'est maintenant que ça a lieu. Ce qui est très frappant, c'est de voir, par exemple, à quel point la Chine profite de tous les errements de la politique de Poutine, son côté menaçant, les guerres tarifaires, les volte-face, etc., pour pousser la remise en cause de la mondialisation de l'économie, de la lutte pour le climat, etc., pour occuper l'espace. Et ça va tout à fait dans leur sens. Regardez, non seulement ils sont nocifs, mais en plus, regardez leur degré de pourriture, de décadence, etc. Donc oui, on est dans une situation, effectivement, qui est délicate, mais comme le disait très bien Arlette, on a un argument à opposer. Chez nous, ça se sait. Chez nous, la justice fera son travail. Il faut espérer qu'elle fera son travail. Il faut espérer qu'il y aura des condamnations. Cynthia Ilouzescu aussi, on n'a pas donné le bâton pour se faire battre en tardant trop en termes de justice, justement, pour s'intéresser à cette affaire.
Nous, côté français, on dépend beaucoup aussi de ce qui s'est passé aux États-Unis. Il faut vraiment rappeler, là, puisqu'on entendait le mot satanisme, on sait, il faut bien se souvenir que du côté des complotistes, ça allait au-delà du trafic sexuel de mineurs. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qu'on entend dans les sphères complotistes depuis des années? C'est qu'il y avait des trafics d'enfants, mais qui étaient aussi sacrifiés, etc. Donc là, quand on parle de satanisme, c'est de ça dont on parle. Donc il faut bien comprendre, je ne vais pas commenter sur à la fois la Russie ou la Chine, qui ne sont pas particulièrement des zones connues pour respecter les droits humains, encore moins les droits des femmes et les droits des enfants. Que la justice, en effet, fasse son travail dans l'Occident, c'est absolument nécessaire. C'est très bien que la justice française se soit saisie de l'affaire. Alors est-ce que c'est trop tard? Non, c'est normal que ça se passe dans ce temps-là, puisque les documents viennent d'être révélés aux États-Unis. La France n'a pas particulièrement accès plus que les autres aux documents. Aux États-Unis, il faut bien comprendre que actuellement, c'est une crise majeure, y compris chez les Républicains, notamment la fameuse base MAGA, Make America Great Again. Les partisans de Trump eux-mêmes se déchirent pour ceux qui disent on attendait les révélations et finalement on les a pas eues. D'autres qui avaient un peu freiné pour que ces révélations soient faites. Donc là, on voit bien côté américain, on est en plein dedans. Donc que j'allais dire ça arrive de façon un peu plus tard en France ou en Europe, c'est plutôt logique, parce qu'aux États-Unis, on est encore au cœur de ce qu'il y a à découvrir. Au tout début, presque. On a encore, et quand on parle de la sphère complotiste, je veux accentuer là-dessus, parce que c'est quand même important de bien comprendre. Pendant des années, j'allais dire, on les a regardés en se disant, ils racontent n'importe quoi, etc. Il y a un moment, on sait, il y a beaucoup de fake news qui ont circulé. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, je vois un document où il y a marqué une jeune fille témoigne qu'on aurait noyé son bébé lorsqu'elle avait 13 ans, qu'elle aurait été enceinte à 13 ans dans le lac Michigan. Alors évidemment, je me pose cette question et je me dis, il s'agit de fake news. Je suis allée sur DOJ, c'est le site internet du ministère de la Justice, pour voir si ce témoignage existe. Ce témoignage existe. Et la jeune fille demande à revoir le policier qui avait été en charge de l'enquête. Mais en face, on n'a pas d'informations. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait eu une enquête qui aurait été faite suite à ce témoignage? Donc c'est normal que les complotistes s'emparent de ça. J'allais dire, ça serait étonnant d'avoir le contraire. Donc c'est aussi pour ça que les adversaires, bien sûr, en profitent évidemment. Alors évidemment, restez avec nous, on va se poser une question en troisième partie sur les liens entre Jeffrey Epstein et la Russie. Vous en avez parlé, bien sûr. Est-ce que Jeffrey Epstein était un agent russe? Aujourd'hui, la question peut se poser en vue de ces révélations. Restez avec nous, on en parle juste après. Dernière partie de votre grand dossier consacré ce soir à l'affaire Epstein, aux conséquences et aux questions toujours qui entourent ce scandale. Parmi les interrogations, les liens de Jeffrey Epstein avec Moscou. D'après les dossiers, les millions de dossiers qui sont apparus, le pédocriminel se serait entretenu plusieurs fois avec des dirigeants russes, notamment cet homme, Sergueï Beliakov. Vous allez voir son visage, diplômé du FSB, donc les services de renseignement russes, à qui il aurait demandé de l'aide pour étouffer une affaire avec des hauts fonctionnaires américains. La question qu'on se pose ce soir, évidemment, elle est longue et elle est générale, mais est-ce qu'aujourd'hui, tous ces liens avérés avec Jeffrey Epstein peuvent évidemment interroger sur les liens avec Moscou? Est-ce qu'on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'était un agent russe? Être un agent russe, ça reste à prouver, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait des contacts étroits, parce que comment vous pouvez une seconde imaginer que face à ce réseautage international, etc., les services russes restent en deçà. Donc il y a ce personnage de Sergueï Beliakov, qui est effectivement un agent du FSB, qui s'occupait d'économie, avec qui les liens, ce sont d'ailleurs les liens avec la Russie, ont commencé à se développer beaucoup plus après l'incarcération de Epstein entre 2008 et quand il a fait ses 18 mois de prison. Il avait besoin de se refaire, et c'est là qu'il commence à avoir un peu plus de relations avec le monde poutinien. Mais on sait, apparemment, Sergueï Beliakov lui a demandé des conseils aussi sur comment réussir à tourner les sanctions qui avaient été décrétées à l'encontre de la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. On ne sait pas jusqu'à où ça a été. Mais autour de lui, il y avait d'autres personnages russes un peu sulfureux. Il y avait une de son assistante, Svetlana Posidaeva,
qu'il avait d'ailleurs installé ensuite à New York, et il lui a offert les moyens de monter une petite ONG culturelle, et aussi dénonçant le harcèlement des femmes, ce qui est quand même un certain humour. Ensuite, il y a un autre personnage qui est encore plus haut en couleur, c'est Masha Drokova, qui était une égérie des Nachis. Nachis, c'est les nôtres, c'était les jeunesses poutiniennes, qui ensuite est passée en Occident, alors pour des raisons, on ne sait pas très bien pourquoi, comment, elle n'a jamais été très claire là-dessus, et il l'a embauchée comme RP, pour ses relations publiques, pour refaire son image. C'était toujours après sa peine de prison. Donc voilà, donc c'est des personnages assez bizarres. On peut imaginer qu'il y avait quand même pas mal de porosité pour parler avec le Kremlin, mais bon voilà, on était plus dans le cas de figure d'un agent d'influence, de quelqu'un qui rend des services et autres, que véritablement un agent russe. Et c'est là j'en reviens à l'histoire de son ex-beau-père, savoir Robert Maxwell, qui lui c'était pareil, c'était quelqu'un qui roulait quelque part pour les Russes, mais qui était plus un agent d'influence qu'autre chose. C'est ça la question qu'on se pose, c'est est-ce que tout ça a été fait consciemment, est-ce que c'était un espion ou tout simplement aussi une cible des services de renseignement pour pouvoir récolter des informations. On est en ligne avec Galia Ackerman, historienne spécialiste du monde russe. On vous a retrouvé, Galia Ackerman, parce qu'on voulait également vous poser cette question. Aujourd'hui, est-ce que c'est légitime de se poser de la question? Est-ce que Jeffrey Epstein, la personnalité de Jeffrey Epstein, peut tout à fait correspondre à une cible privilégiée pour les renseignements russes pour avoir des informations? Très certainement, parce qu'il ne faut pas oublier que, d'une part, il brassait de très grosses affaires dans lesquelles ont été impliqués plusieurs Russes, mais aussi cette entreprise sexuelle, sa fameuse île, c'était un lieu idéal pour avoir après ce qu'on appelle le compromat sur pratiquement toute l'élite planétaire. Maintenant, quand 3 millions de files sont publiés, on voit les dégâts dans plusieurs pays quand les têtes commencent à tomber. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui maintenant provoque le chaos international, notamment la Grande-Bretagne est très durement frappée. Maintenant, répondre à la question, est-ce qu'il a été agent conscient? Est-ce que dans son entourage, il y avait des gens qui tout simplement collectaient les informations et en échange de cette collecte, lui, il avait accès à d'autres personnes et à d'autres affaires? C'est très, très difficile à démêler, mais en tout cas, il a eu énormément de ce qu'on peut appeler Slavic connections, parce que on apprend maintenant, par exemple, que le réseau a été très actif dans les pays baltes. Par exemple, il y a des correspondances où on sait que Epstein, comme vous voulez, recrutait les jeunes femmes par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnes. Dans ces pays-là, il y a cette Biélorusse Chouliak, qui est la principale bénéficiaire, on peut dire, de son héritage, à supposer qu'il reste quelque chose si 1200 personnes qui ont été désignées comme victimes de ce grand financier et grand rapace, si toutes portent plainte et que ce sont partie civile, il restera peut-être rien. Mais en tout cas, ces relations, ça, Marc Semo l'a très bien souligné, on a ces liens avec Maxwell. D'ailleurs, probablement, il a bâti sa fortune en grande partie grâce à Maxwell. Ensuite, il a été complètement de mèche avec la fille de Maxwell, Ghislaine. Les liens étaient avérés, effectivement. Galia Ackerman, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, mais Xavier Giacomoni, c'est très intéressant ce qu'elle nous dit, effectivement. Le scénario des compromates, c'était presque parfait pour le Kremlin, pour créer justement de fausses accusations. Alors, le scénario des compromates, c'est effectivement typiquement russe. C'est une arme utilisée un peu par tout le monde, mais dont les Russes ont fait une spécialité. Il faut savoir aussi que Jeffrey Epstein et tout son entourage a raffolé de jeunes femmes très jeunes, ça on l'a déjà dit à de multiples reprises,
mais surtout d'origine slave. Alors, il y a des Russes, il y a des Ukrainiennes, il y a des Moldaves, dont l'une d'ailleurs a été renvoyée parce que finalement, elle ne correspondait pas à ce qui était décrit sur la photo. Ça, on peut le lire dans les files. Après, le rapport entre les deux, entre le trafic sexuel et le blanchiment d'argent, il devient là vraiment évident avec les Russes, parce que dans les banques russes, sur les comptes d'Epstein, il avait 2 banques russes, Alpha Bank et Sberbank, on a retrouvé 1,1 milliard de dollars. Alors, tout ne lui appartenait sans doute pas. Il y avait certainement du blanchiment, il y avait certainement aussi une part de contournement des sanctions qui, à l'époque de la Crimée, visaient surtout quelques oligarques, en fait. C'était pas tout l'État russe qui était sous sanction, mais il y avait déjà beaucoup d'argent à se faire. Et ce qui se murmure, sans que rien ne soit prouvé pour le moment, c'est qu'il y avait une part de rémunération des services de Jeffrey Epstein qui était fait par des officines liées au FSB et notamment des proxénètes, des souteneurs qui avaient l'habitude de travailler avec les services russes pour lui envoyer des jeunes femmes slaves très très jeunes. Alain Chabot, aujourd'hui, c'est légitime de se poser cette question de l'agent russe, conscient ou inconscient d'ailleurs? Mais je pense qu'on se pose toutes les questions, agent du Mossad, agent russe, maintenant dit au fond au service des Américains. Donc je pense qu'on se pose... Un peu comme Robert Maxwell d'ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'héritier à tout point de vue. Robert Maxwell en fait, mais quand on regarde la chronologie. Donc toutes les questions, et on n'a pas fini de se poser des questions, et pour l'instant pas beaucoup de réponses. Mais les hypothèses, je trouve qu'elles se multiplient au fil des jours, elles augmentent. C'est quelque chose, je pense, d'inimaginable. Il y a un député américain, Thomas Massie, qui est très impliqué dans le dossier, qui essaye de vraiment révéler les choses, qui a aussi dit cette semaine que la CIA ne pouvait pas ne pas être au courant. Donc en effet, toutes les hypothèses sont sur la table, à la fois que ce soit en effet le Mossad, que ce soit Moscou, que ce soit les États-Unis. C'est peut-être aussi pour ça que rien n'est sorti de façon confirmée et que on met des années avant de trouver cette vérité. Et juste une précision pour appuyer ce que dit Cynthia, Thomas Massie a accès aux versions non expurgées des documents, alors que sur le net, ce que livre la justice américaine pour le moment, il y a énormément de pages qui sont noircies, on ne peut pas lire les noms et certains faits. Et on attend justement que ces documents soient entièrement déclassifiés. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi.